Salut Hugo, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Hugo, tu es sociologue et tu viens de sortir, c'était il y a quelques semaines, un ouvrage aux éditions de l'EHESS. Ça s'appelle Produire l'opinion, une enquête sur le travail des sondeurs. C'est passionnant, en fait, tu t'es immergé dans un institut de sondage. J'allais dire, tu as infiltré un institut de sondage. Non, parce que c'était avec leur accord. Tu expliques même dans le bouquin comment tu as déconstruit en fait les premiers rapports un peu défiants qu'ils pouvaient avoir à ton égard pour mieux les étudier. Puisque ton objet, c'est cette population de sondeurs, une population d'ailleurs relativement restreinte, hein, puisque j'ai appris en lisant ton livre il y a un peu plus d'une dizaine d'instituts de sondage qui font des sondages politiques et les gens qui s'occupent de ça, bah, il y en a un peu plus d'une centaine en France. Donc c'est une population, un groupe social qui est relativement restreint. J'ai Ouais, eu... et d'ailleurs, juste là-dessus, Oui. si on pourrait être un tout petit peu plus précis encore, au sein de ces départements qu'on appelle opinion, tous et toutes ne s'occupent pas des sondages strictement politiques. Donc en fait, si on se restreint aux sondages vraiment politiques, par exemple les intentions de vote, etc., on est vraiment sur encore un nombre plus réduit de personnes. Hmm. Ma première question, elle est relativement simple et c'est une question que beaucoup de gens se posent, notamment des gens comme moi qui regardons, qui observons, qui analysons, qui commentons la vie politique. Pourquoi, d'après toi, on continue collectivement de prendre les sondages comme une photographie fidèle de l'opinion? Qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui, en 2025, à utiliser ces sondages d'opinion trop souvent comme des photographies fidèles de l'opinion? Euh, alors peut-être qu'il faut partir un peu plus loin qu'en 2025 et revenir sur l'histoire de cette profession et le succès de ces professionnels qui ont réussi à s'imposer comme la méthode principale de collecte de l'opinion publique et de mesure de l'opinion publique. Ce que j'essaye de dire, alors dans le bouquin c'est pas forcément très présent, mais il faut toujours couper des choses, c'est d'abord de se rappeler que l'opinion publique, il n'y a pas une définition unique et universelle d'opinion publique, et que cette définition, elle a premièrement évolué au cours du temps, au cours des périodes. On n'a pas eu la même, si on se situe au Moyen Âge, sous l'Ancien Régime, après la Révolution française ou même avant l'invention des sondages d'opinion, on n'a pas la même définition d'opinion publique. Et la deuxième chose qui est importante à avoir en tête, c'est que l'opinion publique, elle est toujours indissociable de la manière dont on la mesure. C'est-à-dire que l'opinion publique, elle est toujours en partie créée par l'instrument qui la mesure. Et donc les sondages, c'est une modalité pour rendre compte de l'opinion publique, mais on pourrait estimer que les manifestations, c'est une autre modalité d'expression de l'opinion publique, que les tribunes d'intellectuels, c'est une autre modalité, que les syndicats, c'est une autre modalité. Là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'opinion publique, on pense immédiatement, il faudrait peut-être le préciser comme ça, à l'opinion publique sondagière, c'est-à-dire telle que mesurée par les sondages. Mais on a aussi, on pourrait y revenir, d'autres dispositifs qui se sont développés à partir des années 2010, par exemple, des entreprises qui se sont dit, nous, on va plus interroger les personnes, mais on va aller observer ce que les gens ont dit tout seuls sur Internet, ce qu'on appelle le web listening, le social media listening, etc. Et donc, on n'a plus à interroger les personnes, mais on va rendre compte de l'opinion publique, en tout cas d'une autre forme d'opinion publique, en allant voir ce que les gens ont dit sur les réseaux sociaux, sur les notes de blog, etc., etc. Cette profession, elle a réussi à se légitimer d'abord parce qu'elle avait une légitimité scientifique. Elle est née en partie dans les universités aux États-Unis et elle s'est appuyée sur la reconnaissance de la communauté statistique internationale qu'il était possible. En gros, pour le dire très très vite, un sondage c'est quoi? C'est on interroge une petite partie de la population et on extrapole les résultats à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très reconnu, mais ça ne l'était pas avant. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi un enjeu économique. Hein. Les sondeurs ont très vite trouvé un débouché commercial chez les entreprises au moment où, au début du XXe siècle, on a un capitalisme qui produit et va avoir besoin de trouver les débouchés pour ces marchandises. Et donc les sondeurs, les premiers sondeurs vont apparaître comme avec à côté les publicitaires, le marketing qui se développe à ce moment-là, comme un outil pour permettre
de mieux cibler les clients, mais ça suffirait pas à comprendre et à répondre à ta première question, d'avoir cet aspect scientifique et cet aspect économique. Très très vite, les premiers sondeurs, dès les années 30, et il faut se rendre compte que dans les années 30, on est avec un contexte de montée du fascisme en Europe, etc. Très 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 vite, les sondeurs vont développer un discours en disant nous on est scientifiquement établi, nous on est utile à l'efficacité économique, mais on n'est pas que ça, on est aussi un outil indispensable à la démocratie, parce que la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, et nous, on vous propose de savoir sur l'instance et à n'importe quel moment ce que pense ce fameux peuple. Et donc, quand on convoque un sondage, on convoque, c'est là la malice et en tout cas l'habileté des sondeurs et qui est assez dur à démonter rhétoriquement ce discours. C'est pas, on ne dit pas un sondage à affirmer que. D'ailleurs, quand tu regardes comment c'est présenté dans les médias, c'est les Français pensent que. Et donc c'est cette intrication très forte entre l'outil et la démocratie qui permet, à mon avis, d'expliquer pourquoi les sondages ont un tel usage aujourd'hui. En tout cas, c'est une des explications importantes. Il y a aussi, je pense, d'autres explications à chercher du côté du modèle économique des médias qui les commandent, notamment parce que, mais là aussi on pourrait revenir, un sondage aujourd'hui coûte très peu cher et peut être très rapide et donc est un bon outil pour des médias qui veulent faire de l'information un peu à moindre coût et qui va être vite repris, vite buzzé, etc. On va y revenir, mais tu l'as abordé là quelques fois dans ce que tu viens de raconter et tu le développes aussi dans ton livre. Les sondages sont aussi des outils performatifs, c'est-à-dire qu'ils façonnent l'espace dans lequel ils s'inscrivent. Lorsqu'il s'agit de questions politiques, ils façonnent aussi le jeu politique. Quel lien, toi, tu établis entre ben voilà, cet outil et sa performativité? Parce que du coup, si on considère, c'est pas juste un outil pour observer, tu vois, c'est un outil qui va distordre la réalité dans laquelle il va s'inscrire, notamment parce que derrière, il peut être diffusé largement. On ne parle pas des outils. J'imagine que ceux que tu appelles les sondages performatifs, c'est ceux qui vont être diffusés à une grande échelle et qu'on va commenter, etc. C'est pas les sondages, parce que moi, parfois, j'ai accès à des sondages qui ne sortent pas publiquement. Ceux-là, on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont performatifs. Et encore, on pourrait même dire que ces sondages-là sont aussi performatifs. Je prends un exemple, tu parles des sondages qui sont jamais publiés. On prend un exemple, un parti politique qui réfléchit en interne à qui va être son meilleur ou sa meilleure candidate pour la prochaine élection, va faire un sondage pour lui, pour pas le diffuser, et puis pour des batailles internes, pour dire bah vous voyez, moi je suis mieux placé que toi, etc. Donc il peut y avoir aussi des outils performatifs, pas dans le grand public, mais en interne pour prendre des décisions. Donc ça peut être quelque chose qui existe. De la même manière, on sait que les gouvernements commandent beaucoup de sondages. En France, on a le service d'information du gouvernement qui commande, dont le rôle, qui est un service du ministère attaché à Matignon, dont le rôle est de commander des sondages d'opinion et d'autres dispositifs. Et il va s'en servir notamment pour aiguiller l'action publique. Donc il y a des effets en ce sens-là. Mais toi, j'imagine que tu parlais plus des effets des sondages d'opinion sur l'opinion elle-même. Là, ce qui est intéressant, c'est de rappeler encore une fois que l'opinion publique, c'est pas quelque chose qui existe dans l'absolu. C'est pas quelque chose qui préexiste et les sondages se contenteraient de le collecter, quoi. Si tu veux, un peu comme il y avait un sociologue qui disait c'est pas des fleurs qui existent dans un champ et on se baisse pour les ramasser. Non, parce que l'opinion publique, elle va être créée en même temps que on va la mesurer. Mais ça, c'est vrai de toute donnée quantitative. Je prends souvent l'exemple du chômage et j'aime bien cet exemple du chômage parce que je le trouve très parlant. Le chômage, c'est pas quelque chose qui existe dans l'absolu dans la société. Le chômage, on se met d'accord sur la manière dont on le mesure et on va obtenir un chiffre du chômage. Par exemple, on dit en France, pour considérer que quelqu'un est un chômeur ou une chômeuse, il y a plusieurs critères, mais notamment que la personne n'ait pas travaillé dans les 2 dernières semaines de référence. Si on change ces 2 dernières et qu'on dit 3 dernières ou 4 dernières ou une dernière semaine de référence, on ne va pas avoir le même chiffre du chômage. Ben, c'est un peu pareil pour l'opinion publique, c'est-à-dire que selon la manière dont tu vas poser la question, selon le moment où tu vas poser la question, selon le mode d'administration de ton questionnaire, est-ce qu'il va être en ligne ou par téléphone, etc., tu vas avoir des résultats un peu différents. Et en fait, les sondages, ils vont, en quelque sorte, c'est ce que disent les sondeurs. D'ailleurs, nous, on objective des opinions, mais en fait, cette objectivation, elle est jamais neutre, encore une fois, parce que on va toujours faire des choix. Et ça, c'est pas uniquement les sondeurs, hein, c'est aussi le cas pour les chercheurs et les chercheuses. Moi, en tant que chercheur, je commande des sondages, j'utilise des sondages pour mener mes enquêtes en sociologie. Et donc, on sait toujours que selon la manière dont on mesure un problème, eh ben, on va pas avoir les mêmes réponses. Et on le voit bien, hein, ce qui est intéressant,
la deuxième strate de l'explication sur ces effets performatifs, c'est que tous les types de sondages et tous les types de cadrage ne vont pas avoir la même force médiatique, la même force sociale. Je prends un exemple dans l'actualité récente. Il y a eu un sondage qui a fait beaucoup polémique, réalisé par l'IFOP sur l'islam et l'islamisme, avec une confusion presque dans le titre. C'était le rapport des musulmans à l'islam et à l'islamisme. C'est un sondage qui a été très critiqué, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été extrêmement médiatisé, qui a fait la une du Figaro, qui a été très très repris dans un grand nombre de médias. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quelques semaines avant, le même institut, donc l'IFOP, avec le même échantillon, un échantillon assez correct, hein, de 1000 musulmans, etc., avait réalisé un autre sondage pour le compte de la Grande Mosquée de Paris, et c'était un sondage dont le cadrage était de tester, ou en tout cas d'interroger, les discriminations à l'encontre des musulmans. Et bien, ce sondage, personne n'en a entendu parler. Ça ne veut pas dire que ce qu'il mesurait n'était pas vrai, etc. Mais par rapport à ta question sur la performativité, ce sondage-là n'a pas eu du tout la même portée sociale, la même force dans l'espace public et dans le débat démocratique, parce que, encore une fois, il ne faut pas penser l'outil sondage tout seul, mais il faut penser l'outil sondage dans l'économie médiatique et politique dans lequel il s'insère. Et donc, effectivement, certains résultats de sondage vont avoir plus de force dans l'espace public que d'autres. Euh, quel rapport ont les sondeurs avec la notion de probité? Autrement dit, est-ce qu'un sondeur peut pipoter un sondage? Par pipoter, j'entends se poser la question, des questions justement qu'il va poser pour aller, par exemple, dans le sens de son commanditaire. Ça rejoint un peu ce que tu viens de raconter avec le commanditaire Mosquée de Paris ou le commanditaire d'ailleurs, je ne sais pas qui avait commandé. Ah oui, c'était Public Sénat. Écran de veille, un mensuel qui s'appelait Écran Ah, de veille, écran de ouais, veille, ouais, pardon. ouais, ouais. Écran de veille. Donc, est-ce que on peut pipoter des sondages? Euh, à la fois donc, sur les questions qui sont posées, mais aussi quant à l'échantillon plus ou moins représentatif de la population qui est utilisé. On sait que ça, ce sont des récriminations qui sont souvent celles de la France insoumise, qui disent, ah bah oui, mais c'est dégueulasse, les échantillons que vous prenez, le pourcentage de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2022, il est que de 12%, alors que dans la réalité, il était de 22%. Donc vous aurez beau appliquer des correctifs, genre, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris un échantillon où il y avait 22% de la population qui a voté, enfin 22% de l'échantillon qui a voté Jean-Luc Mélenchon? Ta question, elle est intéressante et à mon avis, il faut. En fait, il y a plusieurs questions dans la question. La première, c'est la question du pipotage ou du trucage, ou est-ce que finalement les sondeurs sont des personnes malhonnêtes. Moi, ce que j'ai observé dans mon enquête, c'est que c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut prendre le problème et c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut en revenir à ce que sont les sondeurs déjà, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans des entreprises privées et, pour le dire très bêtement, des gens qui travaillent dans des sociétés de prestation de services. Et donc les sondeurs et les sondeuses sont des gens qui travaillent au service de clients qui leur commandent des sondages. Et donc là, il faut peut-être déjà mettre une petite nuance. Il n'y a pas un type de commande, il n'y a pas un type de demande de la part des clients. Tu vas avoir des clients qui vont avoir un vrai intérêt, entre guillemets, de connaissance. C'est-à-dire, ils vont commander un sondage vraiment pour comprendre un problème qui est le leur. Ça peut être une association environnementale qui veut comprendre, je ne sais pas moi, une association de protection animale qui veut comprendre le rapport des Français à la protection animale. Et donc, ils vont essayer avec le sondeur, et là, le sondeur va essayer de créer le meilleur sondage possible, si on peut dire, d'obtenir les données le plus proche de ce qu'on ferait sur un modèle universitaire. Et je précise que les sondeurs et les sondeuses sont des gens qui ont fait des études à l'université, qui sont très qualifiés, qui connaissent bien les méthodologies, et donc qui, dans ces cas-là, vont avoir les moyens de les bien mettre en application, de bien les mettre en application. Et puis, et d'ailleurs les sondeurs me le disent, hein, des fois il y a des clients qui viennent avec un autre objectif qui va par exemple être un objectif de communication, c'est-à-dire le client il s'en fout un peu de comprendre quelque chose, mais il va chercher à communiquer, à faire parler de lui avec un chiffre qui va être un peu clinquant. C'est pas forcément sur des choses politiques très problématiques. Hein. Tu vois souvent des grandes marques, par exemple, qui vont commander des sondages un peu marrants, un peu décalés ou un peu pop, quoi. Par exemple, une marque de café qui va commander un sondage sur le rapport des Français au petit déjeuner ou ce genre de choses-là. Là, ça va. Le seul objectif du client et le sondeur n'est pas dupe, il le sait, ça va être de faire parler de lui. Et donc
Le sondeur, il ne va pas pipoter, au sens il ne va pas truquer les chiffres, mais il va mettre son savoir-faire au service de questions dont il va savoir qu'elles vont être davantage reprises, que les chiffres vont être un peu plus spectaculaires, etc. Ça va être peut-être des fois plus problématique quand il s'agit d'enjeux très politiques, justement. Mais la plupart du temps, les sondeurs, voilà, répondent à la commande du client, et donc c'est ça, c'est le rapport de force, la discussion entre le client et le sondeur qui va décider en dernière instance comment est-ce qu'on va formuler les questions, qu'est-ce qu'on va chercher à obtenir. Et puis il y a une deuxième question qu'il faut un peu distinguer, c'est ce que tu évoquais par rapport aux critiques de la France insoumise, ça va être sur, par exemple, la qualité des échantillons. Et là, il y a un autre enjeu qui va pas être est-ce que les sondeurs sont des pipoteurs ou pas des pipoteurs, mais avec quoi ils travaillent. Et aujourd'hui, là encore, il faut se remettre dans le contexte économique. Les sondeurs, ils font la majorité de leurs sondages avec des sondages sur Internet aujourd'hui. Et ça a eu un effet, je le disais tout à l'heure, ça a fait baisser très largement les coûts et ça a fait baisser les temps de production, mais ça a aussi créé un nouvel écosystème, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des sociétés qui sont des sociétés sous-traitantes des instituts de sondage, qu'on appelle des panélistes. Et alors certains instituts ont leur propre panel, hein, mais c'est pas le cas pour tous et ça fonctionne un peu pareil. Donc tu as des sociétés dont le métier est de créer et entretenir des fichiers de gens qui vont répondre à des questions d'âge politique, mais principalement des questions de sondage marketing, d'entreprise, etc. Et là où on a un problème sur les enjeux très politiques, c'est que dans ces échantillons, on sait qu'il va y avoir certains problèmes de représentativité. Non pas au sens des catégories classiques sociodémographiques, sur l'âge, sur la profession, sur le genre, etc. Ça marche plutôt bien. Mais on sait que sur ces échantillons, on va avoir des biais plutôt politiques. Par exemple, ça va être des gens plus au taquet sur l'actualité politique, des gens qui vont s'intéresser à la question politique politicienne plus que la moyenne des Français. On sait aussi que ça va être des gens plus marqués à droite ou à l'extrême droite. Ça, c'est des enquêtes comparatives qui ont montré, par exemple, que si tu poses les mêmes questions à des gens au téléphone, en face à face ou sur Internet, les gens vont être plus à droite sur les panels en ligne. Donc ça, c'est voilà tout un certain nombre de choses. Et puis, on va aussi avoir des gens un petit peu plus classe supérieure que dans la majorité de la population. Mais ça va. Là, il faut rentrer un tout petit peu dans le détail. J'essaie de le faire simplement. Tu prends par exemple la grande catégorie des ouvriers. On a souvent, tu sais, l'INSEE classe les catégories socio-professionnelles. Et puis le premier groupe, le plus agrégé, ça va être celui où on va avoir les agriculteurs, les commerçants, les chefs d'entreprise, les cadres, les professions intellectuelles, les professions intermédiaires, pardon, les ouvriers et les employés. Et souvent, les instituts de sondage se contentent, parce que c'est le plus facile, d'utiliser ce niveau agrégé. Or, quand on détaille un peu les catégories de l'INSEE, ces groupes ils vont eux-mêmes être sous-divisés. Et donc typiquement, le groupe ouvrier il va être divisé entre les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés. Et là où c'est important de rentrer un peu dans cette technique, c'est qu'on sait que les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés, ils n'ont pas les mêmes rapports de vote, ils n'ont pas les mêmes attitudes et les mêmes comportements politiques. Pour le dire vite, les ouvriers qualifiés vont plutôt voter à l'extrême droite, notamment pour Marine Le Pen aux dernières élections, là où les ouvriers non qualifiés vont plutôt voter pour la gauche radicale ou plutôt s'abstenir. Et normalement, ces deux types d'ouvriers sont assez bien divisés. Sauf que dans les panels en ligne, on sait que les ouvriers non qualifiés sont très absents, très inexistants. Et donc, tu as une agglomérat d'une catégorie qu'on appelle ouvrier, qui va en réalité être plutôt des ouvriers qualifiés, et donc plutôt être enclin à voter pour l'extrême droite. Donc là, c'est un peu dans la technique qui permet d'expliquer des petits biais qui ne sont pas de la faute des sondeurs qui pipotent, des sondeurs qui trichent, mais des difficultés à recueillir vraiment une grande diversité de la population dans ces panels. Et puis je finis juste sur les critiques de la France insoumise, qui parfois qui en tout cas ont le mérite de poser la question et de s'intéresser de près à ces méthodologies. Et par exemple, un truc qu'on observe très souvent, c'est que Jean-Luc Mélenchon est très très bas dans les sondages à mesure que tu es très loin de l'élection. Et à mesure que tu t'approches, il va augmenter dans les sondages. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon commence toujours très bas et finit toujours beaucoup plus haut? Peut-être parce que c'est un excellent candidat et qu'il fait d'excellentes campagnes, mais ça ne suffit pas à expliquer. C'est aussi parce que les sondeurs, quand ils font des sondages d'intention de vote, ils demandent aux gens, non pas pour la prochaine élection dans 2 ans pour qui allez-vous voter, mais si l'élection avait lieu dimanche prochain. Et plus on est éloigné de l'élection, plus les catégories populaires
qui sont donc dans la vie les plus éloignées de la politique institutionnelle, qui s'intéressent le moins à ces enjeux-là, plus elles vont répondre qu'elles sont pas sûres d'aller voter. Et plus tu vas t'approcher de l'élection, plus ça va être un enjeu, on va en parler à la télé, les gens vont en parler avec leurs collègues de travail, etc. Plus ces publics populaires vont entrer dans la campagne, entrer dans l'élection et donc aussi entrer dans les prises en compte, vont être pris en compte dans les sondages. Et donc quand tu regardes des sondages qui sont faits aujourd'hui, effectivement, il y a des taux de participation qui sont bien inférieurs à ce qu'il y aura in fine. Et à mesure que ce taux de participation va augmenter, il n'est pas réparti de manière aléatoire. C'est les catégories les plus populaires, qui sont les plus nombreuses dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui vont, dire comme ça, rejoindre la campagne, rejoindre les sondages. Et donc, Jean-Luc Mélenchon va monter mécaniquement. Mais donc, ce qui est très important, c'est sur les effets de cadrage. C'est-à-dire que si tu fais croire à la télévision que le sondage qui vient de sortir, où on a demandé aux gens pour qui voteriez-vous dimanche prochain, on fait croire aux gens que ça, c'est la prédiction de l'élection qui aura lieu dans 2027, il y a un enjeu un peu malhonnête. Et d'ailleurs, les sondeurs ne le font pas comme ça, mais parfois, dans le commentaire, les choses vont un peu vite et on a cette impression-là. Et comme ce que je viens d'expliquer là, tu vois, il faut bien 5 minutes pour l'expliquer correctement, on prend jamais le temps de le faire sur un plateau télé. Et donc, ça peut effectivement créer des effets assez délétères pour juste la bonne information du débat public. Tu parles aussi dans ton livre des sondeurs comme leaders d'opinion. Tu commences un chapitre en parlant d'un débat qui avait lieu sur France Inter entre Vincent Tibéry, un sociologue, et Jérôme Fourquet, un sondeur, donc qui est défini par Nicolas Demorand comme un sondeur, mais aussi comme un politologue, hein. C'est-à-dire, il lui donne aussi une dimension scientifique. Euh, Au fond, quelle est la différence fondamentale entre un sociologue que tu es et un sondeur est-ce que c'est dans vos objectifs, dans vos méthodologies, etc. Et aussi, en parallèle, quelle est la différence entre un sondage et la statistique? Hmm. C'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est une question que moi-même, dans mes entretiens avec les sondeurs et sondeuses, je leur posais à la fin. Mm. C'est-à-dire, je leur disais, c'est quoi pour vous la différence entre un sondeur ou un politiste et un chercheur en sciences politiques et un sondeur? Pour revenir à ça, il faut revenir un peu à ce que je disais sur, d'abord, et je vais répondre à ta question, mais en faisant un détour par l'histoire de la profession. J'ai dit que c'était une profession qui s'était fondée à la croisée du champ scientifique, du champ économique et du champ politique. Et ça, c'est resté vrai assez longtemps. Et donc, les sondeurs ont toujours entretenu un lien avec le monde académique. Le premier institut de sondage en France, il est fondé par Jean Stotzel. Et Stotzel, c'est un universitaire très reconnu qui a une chaire de sociologie, qui fonde des revues centrales dans le champ de la sociologie et de la science politique. Et donc, il y a ce lien un peu organique historique. Ces liens, ils se sont en grande partie distendus, hein. Aujourd'hui, les instituts de sondage, ils sont relativement éloignés. Même si ça continue, parfois, tu vois, les enquêtes du CEVIPOF sur fractures françaises, etc., elles sont réalisées par des instituts de sondage. On a parfois des colloques où les sondeurs interviennent, qui sont des colloques universitaires. Et en fait, même si ces liens sont distendus, il y a toujours la nécessité pour la profession de sondeur d'entretenir un peu cette idée de scientificité, cette idée de on est utile à la démocratie, ce que je disais tout à l'heure, on est utile au débat public. Et ça permet quoi, à l'échelle de la profession? Ça permet de dire, bah, on n'est pas uniquement, comme disent les sondeurs, des marchands de pourcentage, on est aussi des acteurs utiles au débat public. Et donc, pour répondre un peu plus en détail à ta question, la différence entre les sondeurs et les sociologues, il faut faire une division au sein même des sondeurs. Si tu veux, les sondeurs les plus médiatiques, tu parlais de Jérôme Fourquet, on pourrait citer Frédéric Dabi, Frédéric Michaud, Brice Teinturier, Mathieu Gallard, hein, qui sont souvent des hommes d'ailleurs, hein, je le dis parce que la profession est très largement féminisée, mais les gens qu'on voit à la télé sont quasiment tous des hommes. En fait, ces gens-là, cette petite portion émergée, qui est en fait les gens qui sont en direction de leur département opinion, qu'on appelle les politologues, que les sondeurs appellent les speakers, ces gens-là, ils font pas tout à fait le même métier que la masse des autres sondeurs d'opinion. Pour les autres sondeurs d'opinion, la réalité de leur travail, ça va plutôt être de faire des enquêtes, faire des questionnaires, traiter les résultats, etc., et restituer aux clients des résultats relativement descriptifs, c'est-à-dire assez factuels. 75% des Français pensent ci, 80% des Français ont déjà renoncé à partir en vacances pour des raisons financières. Enfin, tu vois, des choses assez descriptives, Mm. assez factuelles. Et donc, ils vont pas aller plus loin dans l'analyse. Par contre, ceux dont tu parlais tout à l'heure, Jérôme Fourquet, etc., eux, ils vont aller plus loin dans l'analyse et à côté de leur travail, par exemple, ils vont contribuer
ils vont utiliser une grosse partie de leur temps à écrire des livres. Ces gens qui écrivent beaucoup de livres, qui écrivent des tribunes, qui font des plateaux télé. Et donc pour ces gens-là, effectivement, il y a une sorte de... C'est des gens qui contribuent en partie à brouiller la frontière entre un sociologue ou un politiste et un sondeur ou une sondeuse, parce qu'effectivement, ils arrivent sur le terrain de l'analyse des faits sociaux plus généraux. Donc là, voilà, moi je l'analyse entre que c'est des gens qui maintiennent une identité professionnelle qui est un peu distendue, mais qui trouve quand même ses origines dans l'ensemble de la profession. Et puis, ils contribuent en faisant ça à donner à voir encore une fois leur profession sur un mode valorisé, pas uniquement purement mercantile, pas uniquement purement marketing. Et donc, ils ont un rôle pour l'ensemble de la profession en faisant ça. Et quelle est la différence fondamentale entre un sondage et une statistique? Ouais, alors là, il va y avoir, ça va souvent être, alors le principal enjeu, c'est la question de la méthodologie. Typiquement, l'INSEE ou la statistique publique de manière générale, l'INED, etc. Souvent, on va avoir des sondages beaucoup plus gros, beaucoup plus robustes, et fondamentalement, la méthode, elle va être différente. Ça va être ce qu'on appelle des sondages aléatoires. Là, pareil, je ne rentre pas dans une technique très précise, mais il faut avoir en tête que pour faire des sondages, tu as deux manières, si tu veux. Tu as d'abord ce qu'on appelle, et c'est la manière qui est scientifiquement la plus solide, la plus robuste et la plus éprouvée, qu'on appelle le tirage aléatoire. Globalement, tu connais ta population d'ensemble et tu vas tirer au hasard des gens. Donc l'INSEE, c'est possible pour l'INSEE parce que l'INSEE possède en gros un fichier avec l'ensemble des ménages français. Et donc quand elle fait ses enquêtes, que ce soit l'enquête emploi du temps, tout un tas d'enquêtes, elle va faire de manière aléatoire, la plupart du temps, elle va tirer au hasard des ménages français. Et puis il y a un autre effet, c'est que la statistique française, tu es obligé de lui répondre par la loi. S'il y a un enquêteur ou une enquêtrice de l'INSEE qui frappe à ta porte, tu es obligé de lui répondre, sinon tu es passible d'amende, ce qui n'est pas le cas pour les instituts privés. Et donc, les instituts de statistique publique vont avoir des échantillons sur plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes. Hein. On parlait ces derniers temps, on a beaucoup parlé avec le polémique autour de l'islam, de l'enquête Théo, trajectoire et origine, hein, de l'INED et de l'INSEE. C'est une enquête, je crois que c'est 27 000 répondants qui sont interrogés en face à face, c'est-à-dire que tu as des enquêteurs et des enquêtrices qui viennent chez toi. Pour les personnes qui parlent mal la langue, il y a des dispositifs avec des traducteurs. Donc on est sur des dispositifs beaucoup plus robustes, beaucoup plus coûteux, alors que les sondeurs vont la plupart du temps utiliser une autre méthode qui n'est pas l'aléatoire mais qui est les quotas, c'est-à-dire on connaît la structure de la population et on va essayer de faire une France miniature dans notre échantillon. Mais c'est là aussi, il y a une question pas que de différence, mais il y a une question de dépendance. Pourquoi les sondeurs peuvent faire des quotas? Parce qu'ils connaissent la structure de la population qui leur est donnée par l'INSEE. En fait, les sondeurs se servent en permanence des données produites par l'INSEE pour connaître la structure d'une ville, la structure de la France entière. Et donc, il y a cette relation de dépendance. Et d'ailleurs, les sondeurs le reconnaissent. Hein, quand tu discutes avec eux et elles, ils te disent, non, mais bien sûr, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Et puis, leurs échantillons sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus solides, mais aussi beaucoup plus coûteux. Et il y a une autre différence qui est importante et qui explique aussi pourquoi il y a parfois des concurrences médiatiques et dans le débat public, mais parce que ces méthodes beaucoup plus robustes, beaucoup plus solides, dont je t'ai parlé de la statistique publique, elles sont aussi sur des temporalités qui n'ont rien à voir. Un sondage, tu veux faire un sondage sur les victimes de violences, des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, tu peux faire un sondage en 48 heures quand tu es un institut, sortir les chiffres, faire une tribune, etc. Une grosse enquête de l'INED sur le même sujet, elle va prendre des mois, la publication va prendre peut-être des années au total, et donc tu n'es pas du tout sur les mêmes temporalités. Ça coûte combien? Enfin, tu dis que ça coûte pas cher un sondage Ouais. et que c'est pour ça qu'il se multiplie et que beaucoup d'acteurs et d'actrices peuvent les convoquer. Ça coûte combien? C'est quoi pas cher en fait? Pas cher, c'est de l'ordre de, tu peux être sur quelques milliers d'euros, par exemple, pour faire Pour un une sondage. question. Pour un sondage, disons, de 10 questions sur Internet, tu peux être autour de 6-8 000 euros, quoi. Et là, je te parle pour un acteur, par exemple, une association qui voudrait commander un sondage, mais sur les médias, typiquement les médias, la plupart du temps, c'est vraiment moins cher, voire parfois gratuit. C'est-à-dire que le média commande un sondage, une intention de vote, par exemple, à un institut. L'institut va pas lui faire payer ou très très peu, et en échange, ça lui offre de la visibilité, dans une sorte de gagnant-gagnant. Mais c'est pour ça, je te disais tout à l'heure, et un des moments où ça a été très très fort, un débat social et politique qui a été très très fort, c'était la manif pour tous, le débat autour du mariage pour tous. À ce moment-là, ça a été très flagrant que aussi bien
le camp réactionnaire de la Manif pour tous commandait beaucoup de sondages, hein, pour dire les Français pensent qu'un papa et une maman c'est important, etc. Mais en même temps, l'inter-LGBT, les associations pro-mariage pour tous ont aussi commandé beaucoup de sondages. Et donc tu as eu aussi des batailles médiatiques autour de ça. Pourquoi? Parce que aussi bien une association pour ou contre avait les mêmes moyens financiers de commander ce sondage-là. Et donc c'est devenu un outil de lutte sociale. On l'a aussi vu beaucoup pendant la réforme des retraites. Enfin voilà, tout un tas de choses où c'est un argument, un outil qui est mobilisé comme un argument de lutte politique aussi. J'ai une dernière question, Hugo. On voit, à la fois en lisant ton livre, mais aussi en lisant les journaux et en regardant les chaînes d'information en continu, le poids en fait que prennent ces sondages, le commentaire des sondages dans le débat d'idées, dans le débat public. Est-ce que, d'après toi, l'utilisation qui est faite de ces sondages a plutôt tendance à mettre de côté justement le débat d'idées et la construction collective, ou au contraire, comme le disent les sondeurs et ce que tu rappelles dans le livre, qui sont des instruments très importants pour la démocratie. Ben, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'encore une fois, il ne faut pas poser la question sur le sondage lui-même. Mm. Je prends un exemple que je reprends aussi souvent, mais l'année dernière est paru un livre de Vincent Tibéri qui s'appelait Le mythe de la droitisation française et où il montrait plutôt que les gens, contrairement à ce qu'on rabâchait en permanence médiatiquement, les Français et Françaises n'étaient pas devenus majoritairement d'extrême droite et que si on regardait sur le long terme, sur des temps longs de 40 ans, 50 ans, il y avait plutôt une hausse de la tolérance à l'égard des minorités de genre, des immigrés, etc. Mais comment ils montrent ça? Ils montrent ça avec des sondages sur le long terme, des sondages, des indices robustes. De la même manière, chaque année, la CNCDH, donc je vais me rater dans l'acronyme, Commission mais la nationale Commission nationale consultative des droits de l'homme. des droits de l'homme exactement, commande des indicateurs, fait un rapport et produit un rapport avec des indicateurs sur la hausse ou la baisse de l'antisémitisme, du racisme, etc. Mais c'est aussi un sondage. Et donc de ce point de vue-là, je ne veux pas dire les sondages ne sont pas utiles, parce que ces instruments-là sont extrêmement utiles pour voir qu'il y a une hausse de la tolérance ou à des moments un petit regain de tels ou tels indicateurs qui sont inquiétants et desquels il faut s'inquiéter. Mais c'est pas du tout la même chose que de dire le moindre sondage sur l'immigration qui donne l'impression que 75% des Français, sans aucune nuance, sont opposés à l'immigration, va être relayé sur toutes les chaînes de plateaux d'information en continu, va être repris par une certaine presse qui a un agenda derrière. Et donc, il faut bien dissocier l'outil de l'usage médiatique qui peut en être fait. Et ça implique quoi pour le débat public, mais pour le coup, pour les journalistes, d'abord pour les citoyens, les citoyennes ensuite, c'est d'apprendre vraiment ce qu'on peut dire avec un sondage et ce qu'on ne peut pas dire avec un sondage, ce qu'un sondage permet de comprendre, mais ce qui ne permet pas de comprendre. Et puis, toujours d'avoir en tête que ce n'est pas le seul instrument possible qui permet de comprendre le monde social. Et ça, c'est peut-être aussi un biais, c'est qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est au-delà même de la question des sondages, que le chiffre, de chiffrer les choses est la seule manière de les comprendre. Or, on sait très bien, enfin moi je suis sociologue, il y a des enquêtes quantitatives qui permettent de comprendre le vote des gens, etc. Mais si on se contentait de ça, on passerait à côté de tout un tas de choses. On fait aussi beaucoup d'enquêtes sur la question du vote, par exemple. Tu peux savoir que les ouvriers votent plus comme ci, comme ça, et que les gens qui ont des mauvaises conditions de travail votent plus comme ci, comme ça. Mais si tu fais pas à côté des enquêtes qualitatives au long cours pour comprendre comment les gens se politisent finement, échangent avec leurs voisins, enfin tout ce genre de choses, tu passes à côté d'un grand nombre de réalités. Et je prends un dernier exemple sur les campagnes électorales, la quasi majorité du traitement va être machin ou machine a pris 0,5 points et l'autre est en recul de 2 points, etc. Mais si tu n'envoies pas, par exemple, des journalistes dans les meetings pour savoir quelle est la différence de population dans les meetings entre un meeting de Marine Le Pen et un meeting de Zemmour à la dernière élection, c'est quoi les typologies des gens, qu'est-ce que vont être les arguments mis en avant, etc. Tu passes à côté d'un certain nombre de choses. Je ne suis pas sur une ligne de rejet total des sondages, mais je suis sur une ligne de il faut les remettre clairement à leur place, là où aujourd'hui ils ont tendance, aussi pour des raisons économiques, à prendre l'intégralité de
de l'espace médiatique. Toute petite dernière question. Tu parles dans ton livre du cadre légal qui encadre genre le travail des Mhm. sondeurs. Est-ce que d'après toi, il faudrait le faire évoluer? On parle par exemple, ça revient parfois, tu vois, d'interdire les sondages plus longtemps avant les élections. Genre, 4 mois avant, paf, on arrête les sondages sur, je sais pas, l'élection présidentielle ou les élections législatives. Ouais, c'est des débats, en fait, c'est des débats qui sont cycliques, hein, puisque Ouais. je rappelle que c'était le cas avant, il y avait ce qu'on appelait une période de réserve qui était beaucoup plus longue qu'aujourd'hui. Et ça Ce existe qui est dans intér- certains pays d'ailleurs. Ça existe dans certains pays. Ça avait été arrêté en France pour une raison qui me semble pas totalement absurde et en tout cas il faut y réfléchir. C'est qu'aujourd'hui et notamment avec l'accès à Internet, aux réseaux sociaux, etc. En fait, ces sondages ils continuent de circuler parce que il va être commandé par un média belge ou suisse qui lui n'est pas soumis à l'interdiction, etc. Et un des arguments qui moi me semble intéressant en tant que sociologue, c'était de dire ça conduit quand même à une asymétrie d'information, en gros, entre les personnes qui vont avoir accès à ces informations, qui vont être plus branchées, plus politisées, plus branchées sur ces canaux, et les personnes qui vont par exemple pas être sur les réseaux, pas avoir accès à ces informations. Donc cet enjeu d'asymétrie d'information, voilà, je le donne dans le débat aussi, il est pas inintéressant. Plus fondamentalement, tu posais la question de l'encadrement des sondages. Aujourd'hui, il y a un organe qui est, même si la comparaison est pas très bonne, qui est un peu l'ARCOM des sondages, qui s'appelle la Commission nationale des sondages, la Commission des sondages, qui en fait est très très largement sous-dotée, c'est-à-dire elle n'a pas les moyens réellement de contrôler vraiment les sondages. Et puis, et c'est là un point très important, peut-être je finis là-dessus, c'est que le périmètre de la commission des sondages, en tout cas le périmètre légal, il s'est élargi au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment est la formulation exacte, mais elle est censée pouvoir se saisir de tout sondage qui porte de manière directe ou indirecte des sujets en lien avec une élection. Or, quand on regarde dans le détail, la commission des sondages ne se saisit que des sondages d'intention de vote, c'est-à-dire quand on a demandé aux gens pour qui vous allez voter. Mais elle ne se saisit pas, par exemple, de tous les sondages qui vont porter sur des thèmes très politiques, le budget, les retraites, l'immigration, l'islam, qui, on le sait, sont des enjeux très importants, y compris pour le débat électoral. Et donc, si la commission, même si elle avait l'envie de contrôler l'ensemble des sondages, qui portent sur le débat électoral en général et pas simplement sur les intentions de vote, en l'état actuel, elle n'aurait pas les moyens de le faire parce qu'elle est largement sous-calibrée pour le faire. Donc moi, je trouverais intéressant que la commission puisse vraiment se saisir de tout sondage qui a un point important dans le débat public et électoral parce que là, elle remplirait sa mission. Eh bien voilà une petite idée pour la gauche, une idée à pousser à gauche. Eh ben merci beaucoup Hugo Merci à pour toi, toutes ces Pablo. informations et pour ton bouquin. Je rappelle le titre, Produire l'opinion, une enquête sur le travail des sondeurs aux auditions de l'EHESS. Ciao, ciao! Ciao, merci beaucoup.